Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit podcast audio, parce qu'on n'aura pas d'image ce soir, concernant l'UFC 298. Je suis avec Shadowski et avec Mystic Matt. Comment ça va, les gars? Bah ça va bien et toi? Impeccable, et vous? Ouais, moi ça va. On est en reprise, là. On avait fait une petite pause en ce début et cette fin d'année sur YouTube. Voilà, on reprend. Alors, UFC 298. Qui verra comme combat principal Volkanovski contre Topuria. Combat qui intéressera tout le monde, je pense. Tout le monde ici, en tout cas. Co-main Whittaker contre Costa. Ça aussi, c'est intéressant. Ensuite, Geoff Neal contre Yann Gary. Pas de blague sur Yann Gary ce soir. Bon, promis. On va essayer. Merab contre Cerudo et Anthony Fluffy Hernandez contre Roman Kopylov. Et on va commencer par les deux derniers que je viens de citer, Anthony Hernandez contre Kopylov. Qui veut commencer? On va dire que ça va être Mystic Matt. Let's go. Bon, déjà, ça va être un sacré combat parce qu'on a deux. Ça va être le premier, ça va être possiblement l'entrée dans le top 15 pour Kopylov, étant donné que Hernandez est classé numéro 14 ou 15, il me semble. Donc, ça va être intéressant. Il y aura un peu d'enjeu. Une belle win streak pour Kopylov. Je suis bien tombé dans son train, on va dire. Il m'a fait rentrer dans le train. Clairement, striking dévastateur, surtout ses kicks, enfin ses middle. Ses combats, il les a beaucoup terminés grâce à ça. Face à Hernandez qui en 5-2 à l'UFC, donc surtout sur une belle win streak aussi. 4 victoires, notamment 2 finishes sur ses 2 derniers combats contre Shabazian. Bon, qui est, on va dire, maintenant plus le prospect qu'on attendait, il est sur sacrément beaucoup de défaites. Et Marc-André Barriault, qui est un bon combattant, mais sans plus. Je pense pas me tromper en disant ça. Donc ça a été on va dire un combat de style. Kopylov qui a quand même bien amélioré sa takedown defense, mais qui reste quand même un striker, notamment parce qu'il vient du sambo. Et Hernandez qui est quand même plus un profil à vouloir ramener au sol. Et donc je pense que ce serait son game plan en tout cas pour Kopylov. Moi, je pense que le combat va vraiment être sur est-ce que Kopylov va réussir à rester debout. S'il réussit à rester debout, je pense qu'il peut vraiment finir Hernandez parce que son striking est en middleweight, franchement, c'est un des plus beaux à voir, je pense. Donc, je Kopylov? verrais. Ouais, Kopylov. Tu trouves que c'est le. Après, il prend pas mal de coups. Tu Mais trouves que c'est après, un des plus beaux striking en middleweight? enfin, il mixe bien en tout cas. Il mixe bien, il reste. On va dire, il varie bien les niveaux. Il reste pas que à chasser la tête. Par exemple, moi, ce que je trouve qui a été le problème pour, par exemple, Adesanya contre Strickland, c'est qu'il a cherché à taper que la tête Ouais. de Strickland, alors que c'est une des meilleures défenses de striking. Et je trouve qu'il y a à ce Surtout niveau, Strickland, si tu chasses en permanence sa tête, lui, il adore ça. Il a bah, construit tout il son attend jeu que autour ça. de ça. Ouais. C'est ça. Donc, je trouve que, en tout cas, peut-être pas le plus beau, mais en tout cas, il est très intelligent. Il varie Ok. les niveaux, et c'est ce qui fait, je pense, sa force. Donc, notamment ses 4 dernières victoires. Donc après, si j'ai un affect, on va dire en middleweight, bon malheureusement là, c'est pas le bon moment de dire ça, mais j'aimais beaucoup Pfeiffer, même s'il a perdu hier soir. Et Pfeiffer et Kopylov, du coup, bah, c'est vraiment 2 gars que j'apprécie. Et je pense, bon, après franchement, si ça va au sol, je pense que ça va être très compliqué pour Kopylov. Mais je verrai quand même s'imposer. Euh, Est-ce qu'il va réussir à... Parce qu'il a déjà perdu contre Kevin Holland, donc qui était un bon striker. Euh, Ouais, c'était en 2020, ça. c'est ça, c'est ça. Donc Non, après, attends, je parle de Hernandez. ouais, de Hernandez, ouais, je Ouais, parle de aussi. Hernandez. Ouais. On est C'est d'accord. ça. Donc après, c'est, on va dire, les dernières win streak, enfin les derniers combats qu'il a gagnés, Hernandez, c'est pas les meilleurs combattants. D'ailleurs, ouais, j'allais vous demander, c'est quoi la meilleure win streak? Parce que les deux sont sur 4 victoires d'affilée. Kopylov, il a battu Josh Fremd, Bah, les deux, ils ont battu Josh Friend. Ribeiro, Soriano et Eddie Chirico. Voilà, oui, alors que Hernandez a tapé Shabazian, qui est un peu fatigué, je pense, Barrio, Fremd et Rodolfo Vieira. Alors, c'est laquelle la meilleure win streak?
Moi, je dirais celle de Hernandez, hein. Parce que Hernandez, il a Rodolfo Vieira, qui est quand même une victoire de qualité. C'est vrai. On l'a vu samedi. Et il a, bon, Shabazian, je pense il était sorti du top 15 ou pas encore à l'époque où il l'a battu. Je Ah, je pense que pense, oui. hein. Oui, c'est son dernier combat. Ok, ok. Ouais, Ça, c'est c'est proche, équivalent, mais en vrai. Ça se tape, je pense. pour moi, ce qui donne l'avantage à Hernandez, c'est C'est la Vieira. victoire contre Rodolfo Ouais. Vieira. Mais Ça ça se s'entend, voit. en vrai. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Vieira, en fait, il s'est largement amélioré après ce combat. Et dans ce combat-là, C'est c'est. vrai qu'il était unidimensionnel encore avant, quand il l'a pris à ce moment-là, Enfin, Hernandez. surtout, je sais pas si vous vous souvenez du combat, mais en gros, Vieira a cru qu'il allait finir round 1, il s'est épuisé, il s'est cramé, il avait un grave problème de cardio, c'était la catastrophe. Et ben, Hernandez a pris son dos et Vieira a littéralement donné son coup tellement il était épuisé. Donc pour moi, c'est plutôt Vieira qui était pas mature en termes de MMA, qui n'avait pas encore compris son style et qui battait des gens en prélim parce qu'effectivement, il a quand même des avantages, euh, notamment physiques et aussi au sol, évidemment. Voilà. Honnêtement, je me demande si. Je sais pas. Je sais pas. Kopilov. Tu vois, Soriano, Punaele Soriano, je trouve que c'est un Surcoté. bon. Hein? Et il est surcoté, Soriano. Il est surcoté, Archi surcoté. il est pas incroyable, Encore mais plus que Vieira. c'est un certain challenge d'une certaine manière. On comprend ce que ça apporte de battre Soriano. Bah, à l'époque où il l'a battu, parce que moi je me souviens, il était à 2 doigts de se faire cut, Soriano. Et Soriano, genre, il a quoi comme victoire importante à l'UFC? Je sais même pas s'il est en positif à l'UFC, tu vois, Soriano. Non, je pense même pas. Je pense pas qu'ils sont en Il est en positif. négatif à l'UFC. Rodolfo Vieira, au moins, il est en positif. Ouais. Et pourquoi je disais Vieira, pour revenir sur Vieira, parce qu'il l'a, comment dire, il l'a fraud-check. C'est lui qui a fraud-check Vieira. Mais Vieira a Oui, oui. perdu par la suite, d'ailleurs. Il a perdu contre Chris Curtis. Ouais. Et après, Non, là, je dis pas que c'était pas une bonne victoire, ouais, Vieira, hein, c'est une très bonne victoire. Je dis juste que Vieira, la façon dont le combat s'est déroulé, c'est pas comme mais si. Attends, laisse-moi. C'est pas comme si Hernandez avait trouvé une faille dans le jeu de Vieira ou je sais pas quoi, tu vois. C'est Vieira qui était limité, qui a montré toutes ses limites de lui-même. Je pense qu'il aurait fait ça contre n'importe qui avait une défense qui lui aurait permis de survivre au round 1. mais tu Je l'as sais dit, pas. tu l'as dit toi-même, il avait la défense. Il a survécu au round 1. Est-ce que Kopilov, par exemple, s'il s'était retrouvé dans ces positions, il aurait survécu? Je sais Je pas. pense pas. Moi, je te dis, non, il n'aurait pas survécu. En tout Mais cas, voilà, Shabazian, bon, l'hon- il est l'honneur fatigué. Attends, laisse-moi finir moi aussi. L'honneur revient à Anthony Hernandez, tu vois. C'est lui En plus, Vieira, il était en 6-0, il me semble, quand ils ont combattu. Donc moi je trouverais pas d'excuses à Vieira. Je féliciterais plus Hernandez. Tout comme Hermansson contre Pfeiffer samedi, tu vois. Quand il y a ce genre de performance, tu vois, qu'il y a un prospect qui monte et que tu l'arrêtes, faut donner du mérite quand même aux vétérans. Mais ça n'a C'est rien ce à que je voir. pense. Pour moi, Hermansson, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment construit un bon game plan pour battre Pfeiffer. Enfin, Oui, mais il a c'est. montré les limites de Pfeiffer, dans le sens où les deux, ils ont Ouais. montré les limites de leur adversaire. Je te dis pas que c'était le même stade de la carrière ou que le déroulé du combat était le même, mais dans cette configuration-là, ouais, je donnerais plus du crédit à Hernandez. En fait, je pense que les deux se tapent. Pour moi, franchement, les deux, c'est à peu près pareil. Shabazian, il est fatigué. Je pense qu'il est. C'est peut-être moralement, il y a quelque chose, il y a une faiblesse. Ouais, Ouais, non, non. je dirais que les deux se tapent. Franchement, les deux. Donc c'est un bon match-up, je trouve. Bon match-up, les deux. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Tu veux nous en parler un peu, Shadowski? Ouais, je vais donner mon prono. Je suis pas mal d'accord avec Matt sur plusieurs points. Pour moi, je vais vous dire mon prono, c'est Hernandez. Je pense qu'il est underdog. Je sais pas si on peut confirmer, mais il me semble qu'il est underdog. Euh, Moi, ce qui me fait pencher du côté d'Hernandez, c'est le combat contre Duraev. Le combat contre Duraev, les 2 premiers rounds, Duraev, il domine de la tête et des pieds le Kopilov. Au sol, c'est vraiment compliqué. Et un Hernandez qui a montré qu'il avait un bon cardio. On l'a vu contre Barrio. C'est chain wrestling non-stop, tu vois, il s'arrête pas. Je pense qu'avec une approche similaire, il peut submerger Kopilov et le soumettre tard dans le combat, je pense, fin deuxième, début troisième. Donc c'est mon prono. Euh,
Hernandez par soumission. Hernandez par soumission et ouais, malheureusement Kopylov n'aura pas de sa chance dans le top 15 samedi, à mon avis. Mystic Matt, t'avais donné son prono? Non, j'ai pas donné. En tout cas, je pense que si c'est un finish, ouais, ça sera. Les deux, ils finissent fin du round 2 ou round 3. Donc c'est ce qui me fait hésiter entre une décision ou un finish. Mais finish tard dans le combat, mais je verrai peut-être. Ce qui me fait hésiter aussi, c'est le Kopylov, on l'a vu gaz out quand même assez rapidement. Enfin, en fin de combat. Mais je vais dire quand même Kopylov décision. Ouais, je pense. J'espère en tout cas. Une petite décision. Et aussi, je rejoins Mystic Matt par rapport au progrès en défense de lutte qu'a fait Kopylov. Donc ça aussi, ça pourrait peser sur la balance. Mais je fais quand même confiance à Hernandez, tu vois, pour quand même imposer sa lutte. Il va rater des takedowns, à mon avis. Les 2-3 premiers, il va les rater. Mais à force d'essayer, il va en placer un. Et il va fatiguer Kopylov. Hein. Au sol, il va le faire travailler pour se relever. Kopylov va se relever, mais ça va le fatiguer au fur et à mesure que le combat avancera. Et il trouvera la soumission au deuxième ou au troisième, à mon avis. Donc voilà. Ouais. Juste pour compléter. Pour ma part, j'ai Hernandez aussi. Je pense que c'est un bon match-up. Franchement, j'aime bien. Je trouve que cette carte est plutôt bien construite. J'ai remarqué que Hernandez a travaillé sa lutte là, assez récemment dans ses derniers combats. Je trouve qu'il progresse. Et non, je le vois vraiment faire ça. Je le vois vraiment essayer d'aller au corps à corps, essayer de mettre au sol, essayer d'épuiser contre la cage, ce genre de choses, quoi. Donc, je pense qu'il va pas laisser Kopylov s'exprimer. Du moins, en tout cas, c'est ce que je me dis a priori, sachant que là, on a striker contre grappler, globalement, même si Hernandez est plutôt complet. Ouais, je mettrais toujours le grappleur. Je donnerais l'avantage au grappleur dans ce genre de situation. Donc voilà, Hernandez par soumission. S'il faut dire un round. Comme d'hab, je vais dire round 2. Mais, ou alors à la décision. Ouais, à la décision peut-être. Ouais, je vais dire Hernandez à la décision. Voilà, c'était le premier combat de la carte, de la main carte. Deuxième combat, ça c'est intéressant. Ça c'est incroyablement intéressant. Et pourtant, ça m'étonne de le dire parce qu'il y a quand même Merab dedans. Merab avec le pire style de tous les temps, le style le plus soporifique qu'on ait vu, je pense, dans ce siècle. Donc Merab qui affrontera Henry Cerudo. Qui veut commencer? Ça va être Shadowski. Ouais, voilà, pour alterner. Merci. Pour moi, ce match-up, c'est Dana White qui a envie d'éliminer Merab. On est d'accord. On est d'accord que c'est plus ou moins ce qu'il veut faire. Ou il a envie d'éliminer Cerudo, on ne sait pas. Je pense que les deux, ça l'arrange, mais je pense qu'il aimerait plus dégager Merab, parce que si vous vous souvenez, il a dit, suite à la décision de Merab de ne pas prendre Sterling, il lui avait dit « tu joues un jeu très dangereux ». Ouais, il veut punir, je pense. Ouais. Pour moi, ça fait longtemps, mais perso, j'aurais plus choisi Sandhagen pour éliminer Merab, surtout le Sandhagen actuel. Ouais. Mais Cerudo reste un très bon choix, stylistiquement parlant. Niveau prono, je vais quand même aller sur Merab. Tu vois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un avis chez les hardcore anglophones qui est que Merab est le meilleur combattant de la KT. Il y a beaucoup de hardcore anglophones qui pensent, j'ai vu ça aussi, ouais. Qui pensent que Merab est un champion, un roi sans couronne dans cette KT. Et je ne sais pas si je suis d'accord, mais je vois quand même Merab gagner parce qu'il y a une certaine dynamique. Tu vois, c'est Cerudo, 2 ans de pause, il revient, il perd. C'était un bon combat contre Sterling, mais tu vois, compliqué. Il s'est fait amener au sol plusieurs fois. Même debout, c'était un peu compliqué, même si le challenge que présente Sterling debout n'est pas le même que Merab. Mais je vois quand même. Je pense que Cerudo est revenu pour l'argent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il est revenu pour l'argent et je ne pense pas que ce soit le bon mindset, surtout pour affronter un gars déterminé comme Merab. Donc pour moi, je vois Merab à la décision, pas par finish, sans surprise. Et je le vois bien. Ouais, faire un peu comme il avait fait contre Peter Yan, tenter des takedowns en répétition, les rater. Au moment où il sépare, essayer de placer quelques combos contre la cage, clincher, mettre des genoux dans le clinch, essayer de fatiguer Cerudo. Ne pas laisser Cerudo s'exprimer. Ça aussi, c'est quelque chose que Merab fait très bien.
Euh, ouais, donc je vais pas vous plus m'attarder là-dessus. Mon pronos, ça va être Merab par décision, malheureusement pour Henri Cerudo que j'apprécie. Et ouais, combat pour la ceinture après, logiquement. J'aimerais prendre la suite pour celui-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Merab. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je suis même assez d'accord pour dire que Merab est pour moi un des combattants les plus forts de la KT. C'est terrible parce que vraiment son style, je le trouve détestable. Je trouve son style insupportable. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a des avantages vraiment uniques. Pas juste dans la KT, mais peut-être dans l'UFC. Il y en a quelques-uns qui ont ça, mais lui, c'est vraiment particulier. Son cardio, oh là là, son cardio, qu'est-ce que c'est ce truc. Et là, ce qu'il a fait dans son dernier combat, c'était cette façon de mixer. Les takedowns et le striking, les takedowns sans aucune volonté de les garder au sol et tout, c'est ridicule en termes de combat, mais pour prendre des décisions, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi. Et comme tu disais, Henri Cerudo, je sais pas pourquoi il est revenu, hein. Peut-être que c'est pas l'argent, peut-être qu'il veut, je sais pas, peut-être que ça lui manquait la bagarre, on sait pas. Mais ouais, je pense que tu peux pas affronter un animal physique comme Merab en sortant d'une retraite, en étant comme ça. C'est pas possible. Il faut être à ton top et avoir toutes les cartes dans tes mains, quoi. Enfin, je vois très très bien Merab faire du Merab et coller au sol, même si c'est pas pour amener Cerudo au sol, parce que Cerudo, ça reste Cerudo en lutte, mais au moins pour montrer qu'il est en train de coller contre la cage. Et alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, apparemment, les changements de règles font que ça va être, tu vois, le fait de coller contre la cage sera moins accepté par l'arbitrage. Mais là, c'est même plus le but de Merab. Le but, c'est pas de coller comme il avait fait contre Aldo. Le but, c'est de te faire une menace, de te mettre deux coups en striking et puis de recommencer indéfiniment. Donc, Merab par décision. Je déteste Merab. J'ai un problème avec Merab. J'ai hâte qu'il prenne sa retraite, qu'on le cut, qu'on fasse quelque chose, mais je pense vraiment qu'il va perdre. Et son cardio, je vous dis, moi, il s'est passé quelque chose dans les montagnes du Caucase. Là. Il s'est passé quelque chose de louche. Mais voilà, je vous le dis, il est trop fort. Mystic Matt, qu'est-ce que t'en penses? Alors j'en pense que j'ai une analyse très similaire à vous deux. Bon, déjà, j'en veux déjà beaucoup à Merab d'avoir terminé comme ça la carrière de José Aldo. Pour moi, j'aurais voulu le revoir avoir un title shot, mais malheureusement, il a terminé en une sale décision parce que Aldo, comment ça s'appelle? C'était en altitude et qu'il avait gaz out et il en avait profité. Donc déjà, je lui en veux pour ça, mais malheureusement, sur ce combat, je le vois aussi gagnant. Parce que franchement, la dernière sortie de Cerudo contre Sterling m'a vraiment pas convaincu. Euh, c'était c'était vraiment pas ouf. J'ai pas compris pourquoi il est revenu aussi. Donc, et Merab, on va dire, heureusement que c'est un 3 rounds, je pense, même pour Cerudo, parce que sur 5 rounds, je pense que les deux derniers, il les passe en suffocant. Je pense vraiment que Merab met tellement une pression et il va juste, en plus avec ses menaces de takedown, qui veut même pas emmener au sol au final, c'est que sur son dernier combat contre Yann, il a réussi même à boxer contre Yann. Il a vraiment réussi à toucher. Et contre Cerudo, qui a pas la meilleure, non plus le meilleur striking, je pense qu'il peut même toucher très bien Cerudo. Donc avec Attention, ses... hein, Cerudo est très bon en striking. Je le trouve Ouais, très très bon. mais Yann est très très bon aussi. Pourtant, il s'est fait toucher parce qu'il était fatigué et que les amenés au sol l'ont vraiment tué. Mais c'est Et ça, c'est la menace de takedown c'est qui ça, vient rendre plus fragile le striking. c'est Mais ça. Yann, c'est quand même un Ah striker. bah oui, ah bah Cerudo, sinon, c'est d'abord un lutteur avec un très ouais, bon je suis d'accord. striking. Ouais, je suis d'accord. Bah, si c'est un combat striking, Merab ne passe pas de round avec Peter Yan, hein. Mais c'est il avait bien fatigué Yann. Yann, au final, il était vraiment, il n'en pouvait plus. Donc Merab, déjà, il ne va pas finir. Mais Merab décision, ouais, je pense que de toute façon, en vrai, l'UFC, je sais pas s'ils sont pour le faire sortir de la course pour le titre, parce qu'il y a un petit bif avec O'Malley, la veste rouge, tout ça. Je pense qu'ils peuvent vendre le combat comme ça. Alors que c'est Rudo, bon, je vais dire. Il est cringe, tout ça. C'est ce que j'ai envie de le voir contre O'Malley, je suis pas sûr.
Mais du coup, ouais, Merab décision. Parce que moi, Merab non plus, hein, en termes de charisme, je le trouve horrible. En Non, vrai, honnêtement. franchement, il est pas mal. Sur les réseaux, il fait des petites vidéos en ce moment, il est drôle et tout. Ah Il, ouais. il rentre dans le cœur des gens. Vraiment, il est en train de soigner un peu son image, on va dire. Moi, il est rentré dans mon cœur, mais pas pour les bonnes raisons. D'ailleurs, j'ai limite hâte qu'il prenne la ceinture et qu'il prenne sa retraite. Voilà, donnez-lui la ceinture. On fait un truc, on dit, allez, tiens, t'as gagné, t'es champion, va-t'en. Voilà ma solution. Si Dana White m'entend. Ok, bon, ben, c'était assez clair comme prono. C'est incroyable d'avoir 3 pronos contre Cerudo, mais voilà, on est en 2024. On est en 2024, on n'est plus dans son prime, je pense. Il a 37 ans, Cerudo. Ouais. Quel âge il a, Merab? 33 ans. Oh là là, en plus, il est dans son prime, mais quelle horreur. Geoff Neal contre Ian Gary, donc toujours pas de blague concernant Gary, hein. Euh, on va se concentrer. Pour ce combat-là, j'aimerais entendre l'analyse de Mystic Matt en premier. Je rappelle que donc c'était un combat en 3 rounds, donc en welter, hein. J'ai pas dit les catégories jusque-là, mais j'aurais peut-être dû. 3 rounds, et ça va sûrement finir en combat de striking. Mystic Matt, t'en penses quoi? Alors, j'en pense que je suis très objectif avec Ian Gary déjà. On a pu le voir sur la dernière, quand on a fait la preview pour l'UFC 292. Non, plus sérieusement, je pense que ça va être un très bon combat. Au niveau du striking, ça va vraiment être très très sympa à voir pour les yeux. Donc, Geoff Neal, attention parce que il frappe fort et je ne sais pas si Ian Gary il a le même menton que Shafkat parce que Shafkat il en a pris des belles et il a réussi à rester debout. Et Gary, il y a des rumeurs où il prend des sales trucs en sparring. Après, c'est que des rumeurs, on peut pas se baser sur une analyse sérieuse par rapport à ça. Mais faut prendre en compte que Geoff Neal, ça tape très fort. Après, Yann Gary a quand même un striking où il fuit. Et puis, je trouve sur ses derniers combats, à chaque fois quand il est venu avec un très bon game plan. Il a toujours été très intelligent dans son approche pour les combats. On a pu le voir contre Magny, à lui matraquer la jambe. Le KO qu'il met contre Rodriguez, c'était prévu aussi. On a eu une petite frayeur contre Kenan Song où à un moment il se fait drop. Mais sur la séquence du finish, on a vraiment vu un très haut niveau en termes de striking. Donc ça va être un combat très serré. Vraiment, je pense que ça va être. C'est assez compliqué à avoir pronostiqué. Je dirais quand même, je pense que ça ira pas au sol dans tous les cas. Malgré que Gary s'entraîne à la shoot box, qui pourrait peut-être se tenter à vouloir tenter des trucs. Mais non, je pense que ça ira sûrement à la décision. Petite finition, enfin, décision de Yann Gary, je pense. Après, là, pareil, là, je parle trop avec le cœur, je pense. Parce que Neil, c'est vraiment un bourbier dans la catégorie. C'est pas un gatekeeper, mais il est au-dessus, il est dans le top 10. C'est lui, pour rentrer dans le top 10, faut se le prendre. Donc, je pense que je suis un peu biaisé, mais je vois Gary décision. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je peux y aller? Ouais, non, moi je suis plutôt d'accord avec ton prono. J'ai pas de décision. Euh, j'ai finish. Finish de Gary. Intéressant. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est un match-up sur le papier compliqué. Enfin, compliqué sur le papier pour Gary, mais je pense qu'il va réussir à gérer quand même. Parce qu'il est quand même assez long. Il a un bon jab, de bons kicks. Il est assez complet debout. Ça va pas aller au sol, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence à tourner. Je vois pas ce combat aller au sol. C'est dans l'intérêt d'aucun des deux combattants. Puis je pense pas que Ian Gary est assez fort pour amener notre ami Jeff Neal au sol. Donc moi je vois ce combat se dérouler debout. Et je vois Ian Gary contrôler le combat debout. Je pense qu'il va manger un knockdown à un moment donné. Il va, comme contre le Chinois. Chinois ou Coréen, j'ai oublié. Chinois, c'est ça. Kenan Song. Kenan Song. Song Kenan. Donc je pense qu'il va se faire contrer. Il y aura un moment d'alerte où il va pas être très concentré sur une entrée et se manger un contre.
et goûter au tapis, mais je pense qu'il va réussir à revenir. Et je le vois finir ce combat sur un 1-2 en ligne, un peu comme Shavkat sur la séquence de finition contre Jeff Neal. 1-2 en ligne, il a de très bons 1-2 en ligne, Ian Gary. Donc, je le vois rentrer un 1-2 en ligne et derrière TKO notre ami Jeff Neal. Donc voilà, j'ai Ian Gary par finish, fin deuxième. Voilà, merci. Ok. Et bien moi, alors, faut savoir un truc, c'est que Geoff Neal, bon, je trouve que c'est un bon striker. Il a, surtout en anglaise, c'est un bon test pour les combattants de la KT. Il n'a pas de quoi être dans le top 5 pour moi, mais il pose quand même des questions intéressantes. Gary, j'ai été un bon gros détracteur pendant longtemps, hein, je vais pas vous mentir. Et mon avis a changé contre D-Rod, contre Daniel Rodriguez, où je trouve que tout était très propre. Le striking a été propre, surtout que Rodriguez est un peu tricky. Il est dur à appréhender, je trouve, dans certaines phases de striking. Et là, il s'est fait clairement outstriker. Enfin, c'était vraiment une victoire claire et qui a montré non seulement un certain vrai talent de striker, mais aussi une certaine intelligence. Donc là j'ai commencé à croire au talent de Gary. Et voilà, contre Neil Magny, il n'a pas réussi à finir, mais il dominait quand même clairement. Bon, après, c'était Magny en short notice, si je me souviens bien. Enfin, c'était vraiment pas un Magny là enfin, c'est c'est pas pour faire sa route vers la ceinture, on va dire. Mais voilà, Magny, c'est aussi un peu piégeux. Il est dur à finir. C'est dur à finir, surtout en striking, notamment à cause de son physique. Geoff Neal est bon en défense, il y a des trucs qu'il fait bien. S'il n'y a pas de menace de lutte, je pense qu'il sera encore meilleur. Il risque de se prendre moins de coups que contre Shavkat. Et pourtant, j'ai Ian Gary vainqueur. Je pense que ça va aller à la décision. Voilà. J'ai trouvé que Gary avait un petit problème, enfin comment dire, avait des difficultés pour finir, je trouve, et qui vont sûrement se retrouver à nouveau dans le combat contre Geoff Neal. Donc Gary à la décision, de manière assez claire pour moi. Ok. Rien à rajouter sur ce combat? Non, Non, non. honnêtement, non. Whittaker contre Costa, ça aussi c'est un bon match-up. Ouais. Alors moi je vais pas vous mentir, je suis perdu. Voilà, je suis perdu parce que Je sais que tu vas dire. Whittaker contre Duplessis, vraiment, s'il y a un combat que je pensais facile à pronostiquer, c'était celui-là. Je voyais Whittaker arriver à surpasser Dricus en vitesse. Je pensais qu'il serait vraiment plusieurs niveaux au-dessus en striking. Vraiment, vraiment, je ne m'attendais pas au combat qui s'est passé. J'ai pris la claque de l'année pour moi. C'était vraiment incroyable. Et donc, je sais plus, ça remet beaucoup de choses en question pour moi. Et bon, par contre, Costa, c'est Costa. Est-ce qu'il reviendra? Il a toujours le temps de pull out, on ne sait pas. Voilà, qui va en parler en premier? Bah, je vais y aller, hein. Vas-y, Shadowski. Bah oui, tu as soulevé un point intéressant. Est-ce que Costa va être là le jour du combat? Parce que Costa, ces dernières années, c'est compliqué. Il a pas signé des contrats par moment, il a raté des pesées par d'autres moments, donc c'est pas vraiment un combattant à qui tu peux faire confiance, tu vois, pour être là, pour show up, comme disent les anglo-saxons. Donc je sais pas, honnêtement, ce combat, c'est un combat qui avait déjà été prévu pour une autre carte, j'ai oublié laquelle, mais les deux savent déjà à quoi ils doivent s'attendre, tu vois, niveau match-up. Je vais quand même faire confiance à Whittaker, même s'il sort d'un KO. Ça fait quand même assez longtemps. Voilà, quoi, je pense il a pu récupérer. Il y a toujours ce problème de menton avec Whittaker. Il date pas du combat contre Duplessis. Il s'est fait KO par Adesanya, par Wonderboy. Il y a même eu des moments d'alerte contre Cannonier et contre d'autres combattants. Donc, c'est un problème tu vois, qui est de base chez Whittaker. Après, prendre des patates de canonnier
Et trembler, c'est normal. Hein. Ouais, Tu vas pas le quand passer même. à avoir des problèmes de menton. Ah non, quand même prendre un hook propre d'Adesanya, ça fait mal aussi. Hein. Ouais. Demande à notre ami Costa. Euh, Moi, je vais faire confiance à Whittaker. C'est un grand combattant. Dans les grands combattants, j'ai du mal à les mettre, à les voir perdre 2 fois d'affilée. Donc, je pense que que Whittaker, il va faire le job. Il va rester à distance. Enfin, il va faire comme d'habitude. C'est lunging hooks, ses entrées et sorties de karatéka, tu vois, ses sidekicks, ses combos 1-2 head kick. Je pense il va scorer. Il va jouer, il va y aller au point, tu vois. Il va essayer d'avoir une victoire au point. Je pense que Costa, il va galérer à trouver la distance. Et je vois bien un 29-28. Je vois Costa prendre le deuxième, quand même. Et je vois un 29-28, une décision 29-28 unanime de Whittaker. Pour, voilà, quoi, bounce back, revenir, rechoper un verre dans son topologie. Donc voilà, c'est mon prono. Ça marche. Mystic Matt. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de mal à pronostiquer ce combat. Déjà parce que Costa, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Et Whittaker, je sais pas comment il va revenir de son dernier combat contre Duplessis, où j'avais l'impression que vraiment, ouais, comme tout le monde, ce prono-là, c'était un tout droit. C'était Whittaker va battre Duplessis, et voilà. Mais bon, là, ça va être très compliqué. Après, je pense que Costa a toujours du mal avec les gens, soit qui sont très longilignes, soit qui gèrent très bien la distance. Ça va être un problème pour lui. Donc, si vraiment Whittaker revient bien, je pense qu'il va pouvoir le gêner à ce niveau-là. Le piquer et ressortir. Après, Costa, attention, il lâche des sacrés middle kicks. Ça peut surprendre. Je pense que les deux, ça peut être une guerre. Ça peut être une guerre comme ils ont fait un peu avec Romero, s'envoyer des deux côtés. Je vois difficilement. Si je vois un finish, je vois quand même plus Whittaker se faire finir. Parce que contre Duplessis, et franchement, ça m'a choqué. J'espère vraiment qu'il va revenir et pas que ça ait sa descente aux enfers là. Qu'il va Et commencer à... Ouais. est-ce que c'est dans l'intérêt de Whittaker d'aller à la guerre avec Costa? Non, mais Je il pense peut. que Si non. Costa, il va devoir imposer la guerre parce que Et, avec la gestion de distance, il reste tout le temps en dehors de la distance, à un moment, il va se faire juste piquer pendant 3 rounds et il va perdre la décision. Alors, bah, c'est prono. Chrono, ouais, je vois une décision aussi de Whittaker, je pense, ouais, 29-28, comme Shadowski. Ouais, Ok. ouais, Il est similaire. oui, franchement, je vois mal Whittaker. Parce qu'il n'est pas en dehors de son prime, Whittaker. Whittaker, avant le combat contre Dricus, il était dans une dynamique folle. C'est vrai. Il était vraiment, il avait un sale rythme. Il a que Il y a eu 33 ans. il y a eu le moment Dricus. Dricus, il a un style bizarre. Il a fini par être champion, donc ça n'a pas très mal vieilli. Mais ouais, non, pour moi, j'espère qu'il n'ira pas à la guerre avec Costa. Ça serait En donner tout la cas, seule chance que Costa a, selon moi. ouais, bah ouais, ce que Costa va essayer d'amener, quoi. C'est la guerre. Sinon, Alors, il va se faire piquer. pour ma part, moi, c'est Whittaker. Je pense que Whittaker va rouler sur Costa. Je pense que le prono que je m'attendais à voir, enfin, le scénario que je m'attendais à voir contre Dracus, là, ça va vraiment se passer contre Costa. Parce que Costa, il a des problèmes pour avancer, il n'a pas une allonge de fou, il est très statique. Lui, ce qu'il aime bien, c'est les mecs qui se plantent devant lui et puis qui envoient comme Romero, comme Vettori. Voilà. Whittaker, ça va pas être ça. Je pense qu'il va lui mettre une misère incroyable. Et voilà, évidemment, Whittaker n'est pas fini. Je pense vraiment que c'est Dricus qui est plein de surprises. Je pense il a un style. Je pense qu'on doit pas se rendre compte en fait. Ça fait partie des mecs, tu sais, on le voit. Dricus, c'est moche, on comprend pas ce qu'il fait. Il met ses mains devant, il défend. Mais je pense qu'en fait, il doit frapper beaucoup plus fort que ça transparaît à l'écran. Je pense qu'il doit être aussi plus physique, plus grand. Peut-être qu'il a plus de cardio que ce qu'on croit. En tout cas, voilà. Je pense que Dricus, c'est particulier. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait gagné contre Strickland, ça dit quelque chose aussi. Ah, Voilà. Là, je vois Whittaker vraiment mettre une vitesse à Costa. Je vois Costa déjà
Moi, je comprends pas la dynamique de Costa. Je comprends pas. Il combat tous les 8 ans là. Et je comprends pas ce qu'il fait. Ouais. Des fois, il se blesse. Des fois, on sait pas. Et je pense que Whittaker, au contraire, est très sérieux. Je pense il a eu le temps de revenir de son KO, qui n'était pas un KO cold non plus. C'était pas un énorme KO comme on peut en voir parfois. Donc C'est un voilà. TKO. Ouais. Moi, j'ai Mm. confiance en Whittaker. J'ai Donc toi, confiance en Whittaker. tu vois un délire un peu à Finish? la, tu vois un délire à la Whittaker Vettori. Vettori, ouais. Ouais, ouais, à UFC Paris, ouais. Ouais, Je suis plutôt d'accord. c'est totalement ce que je vois. Je le vois, mais comme c'est en 3 rounds, je vois pas Whittaker finir. C'est pas le plus grand finisseur de tous les temps. En plus, là, comme il a pris un KO, je pense qu'il va être un peu plus défensif. Il va vraiment faire gaffe à la distance. Il va vraiment faire gaffe à pas s'engager. Et je pense pas que Costa sera capable de lire ce qui s'est passé dans le combat contre Dricus, le combat Whittaker contre Dricus, pour essayer de reproduire la même chose. Je pense que c'est pas des styles qui sont comparables. Donc ouais, je vois Whittaker à la décision et une décision unanime. Et je pense qu'il va prendre les 3 rounds. Ok. Quelque chose à rajouter ou une petite blague sur Costa? Non. Non, même pas. C'est Ça Hein. que fait, ça Juice. fait- Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas suivi sur les réseaux. Je sais pas où il en est. Moi non plus, moi non plus. Ça me fatigue. C'était marrant au début, mais là, c'est. Ouais, ouais, ouais. Non, Whittaker là, j'espère qu'il va revenir parce que je suis persuadé il a encore d'autres choses à faire dans la KT. Pareil, il a 33 ans, c'est vraiment son prime. Après, il a commencé très tôt, donc c'est toujours délicat à dire, mais Ouais. vu ce qu'il nous a fait avec Vettori, je pense qu'il est pas fini. Là, la KT est plus ouverte que jamais, tu vois. Ouais. Et puis même contre Dricus, d'ailleurs, il a montré de belles choses aussi. C'est juste que Dricus a, je sais pas ce qu'il a fait. J'ai pas compris. Personne n'a compris. Volkanovski contre Topuria, ça c'est un combat, mais alors intéressant, de chez intéressant, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Donc ça sera évidemment pour la ceinture des featherweight, des poids plumes. Volkanovski, qui est un des champions les plus dominants qu'il y a eu dans cette KT, qui est maintenant numéro 2 pound for pound, et donc il s'est fait finir il y a il y a 3 mois? 4 mois? 4 mois? Il y a 4 mois, donc en octobre dernier, par Makhachev en lightweight, donc dans un combat en short notice. Voilà. Et face à lui, Ilia Topuria qui était sur une dynamique inarrêtable. C'est l'impression qu'il donne. Ilia Topuria que nous, on suit à MMA Propagande, on suit depuis ses débuts UFC. Et dont on connaît le potentiel. Ilia Topuria sort d'un combat contre Josh Emmett à qui il a mis une raclée monumentale. Je vois pas trop comment le dire autrement. Et avant ça, il a fini Bryce Mitchell. Voilà, pareil, grosse domination. Ben là, j'aimerais commencer par Shadowski, parce que Shadowski est un des vrais fans de Topuria de la première heure. Voilà, je tiens à le Ouais, dire. ouais. Ouais, je suis très divisé par rapport à ce combat, parce que comme vous le savez, je suis un énorme fan de Volkanovski. C'est un de mes combattants préférés, et Topuria aussi. Moi, je suis monté dans le train dès le début, tu vois, dès son premier combat en short notice à l'UFC. J'ai compris que ce gars était, tu vois, c'était quelqu'un. Au niveau de mon prono, je sais pas. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a le facteur retour de KO prématuré. Selon moi et tout le monde, j'imagine, tout le monde pense que Volkanovski revient trop tôt. Il y a le facteur état d'esprit, tu vois. On a, on a un Volk un peu dépressif, un Volk qui cherche des excuses en interview. Ça, c'est un truc Ouais, c'est t'as c'est une suivi un nouveauté. peu sa com ces derniers temps. Il avait l'air Ouais, un peu ouais. de chercher des excuses. Moi, ça Ouais, m'inquiète. Ça m'inquiète un peu, mais euh, c'est compliqué. Et derrière, tu as un Topuria qui est hyper confiant, ultra confiant, qui même sa confiance tend vers l'arrogance ou est carrément de l'arrogance. Et qui est donc sur une dynamique folle, 6-0 à l'UFC, 14-0 en carrière. C'est deux dynamiques opposées à mon sens. Mais je pense que je vais être le seul, aussi bien chez les casus que les hardcore, à pronostiquer
à pronostiquer Volk, mais je vais dire Volk. Tu me déçois. Je te le dis honnêtement, tu me déçois. Non, mais je vais dire Volk. Je vais prendre un risque. Comme je vous l'ai dit, c'est deux combattants que j'aime beaucoup. Je vais dire Volk à la décision. En vrai, je suis un peu malhonnête. Il y a des gens qui pronostiquent Volk, mais généralement, ils mettent Volk TKO. Moi, je vais mettre Volk à la décision quand même, parce que j'ai vraiment du mal à voir Topuria se faire finir. En plus, Topuria a déjà fait des 5 rounds. Il s'est déjà préparé pour des 5 rounds et on a déjà fait, notamment son dernier combat. Donc je vais dire Volk, j'ai quand même faire confiance à Volk. Un peu pour des raisons similaires à Whittaker, tu vois, les grands champions, les grands combattants, j'ai beaucoup de mal à les voir enchaîner 2 défaites d'affilée alors qu'ils sont pas complètement finis à la BJPN, etc. Donc moi je vais quand même mettre Volk. Il a un avantage d'allonge clair. Les deux sont petits, ça va se jouer à une distance relativement restreinte ce combat-là parce que les deux aiment bien être à l'intérieur, placer leurs combos. Volk il aime bien mettre ses combos, ressortir. Topuria il aime bien ses combos uppercut crochet. Ça va être dangereux. Je pense que Volk va être alerté aussi. Va y avoir des knockdowns pour Topuria. Mais je pense que Volk va réussir à gérer ça. Il va réussir à placer son jeu de kick, ses feintes, faire douter Topuria. Le jeu de feinte de Volk, vous savez à quel point je suis, je kiffe. Donc, pour moi, ça va être Volk à la décision. Je pense il va réussir à gérer. Je vois bien 49-46 Volk. Je vois bien Topuria amoché à la fin du combat, fatigué, avec des balafres, tu sais, un peu à la... Pas à la Ortega, parce qu'Ortega, c'était vraiment une domination de fou, Rodriguez. excepté quelques moments. Yair, il l'a fini, tu vois. Moi, je vois pas un finish, mais ouais, un déroulement similaire. Il y a eu des moments d'alerte, tu vois, même contre Rodriguez. À un moment, il y a Volk qui avance, qui essaye de presser Rodriguez contre la cage et qui se mange un gros crochet gauche. Je pense que ça, contre Topuria, ça peut être dangereux. Mais pour moi, les gars qui peuvent pas battre Volk, c'est les mecs grands, tu vois, qui sont bons en clinch. Qui sont bons en clinch, tu vois, les mecs, ils vont un peu fatiguer Volk dans le clinch, tu vois. Donc, un peu adopter des tactiques similaires à Makhachev. Tu vois, Makhachev, il avait clairement un game plan genou. Même Khabib, il l'avait annoncé avant le premier combat. Il a dit, notre objectif, c'est de finir Volk par genou. Donc, ouais, moi, je pense pas qu'Ilia Topuria peut faire ça, vu sa taille. Ils ont à peu près la même taille. Donc, ouais, je vais aller sur Volk par décision. Je pense il va revenir Volk. C'est pas encore le moment. Ok, je vois l'idée. Mystic Matt. Déjà, je suis très déçu de la part de mon collègue Shadowski. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le train Topuria et à la fin, c'est lui qui. Ah, mais il faut faire des choix. Faut faire des C'est choix. vrai, c'est vrai. En plus, t'aimes bien Volkan aussi, donc ça se comprend. Non, non, déjà, ça a été un pur banger ce combat. Je pense vraiment que ça va être... Franchement, je pourrais en parler pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup de facteurs et c'est très compliqué à prono. Moi, le problème que j'ai, c'est que Topuria est vraiment complet. C'est pas juste simplement un striker qui frappe fort. Au sol, c'est aussi un bourbier. On l'a vu, il a fini Bryce Mitchell en soumission. Donc c'est vraiment un bourbier. Il y a contre Josh Emmett, c'est à sens unique. C'est vraiment, franchement, c'était une masterclass. Il y a même un des juges qui met 17 sur le quatrième round, tellement c'était à sens unique. Il y a eu une petite frayeur contre Jay Herbert, mais c'était en lightweight. Donc, et puis après, il l'éteint sur un KO monstrueux. C'est vraiment, vraiment un bourbier. En fait, c'est qu'il peut mixer. Si, il mixe. Après, Volkanovski a vraiment bien travaillé sa takedown defense, notamment dû à ses combats contre Makhachev et aussi sa défense de grappling. Là, je l'ai vu aussi, il s'entraîne encore avec Craig Jones. Euh, donc, ça va être très compliqué. Après, comme on l'a dit aussi, Volkanovski revient d'un KO assez prématuré. Il est aussi un peu. Comment dire euh, Par rapport à son KO, il cherche beaucoup d'excuses. Il disait qu'il était un peu en mode Paulo Costa, il buvait tous les jours avant son combat. Il cherche un peu des excuses. J'espère qu'il va passer à autre chose et être vraiment focus sur le combat. Parce que contre Topuria, faut être préparé à 100% pour prendre un bourbier comme ça. Donc Volkanovski, pour moi, il y a trois façons comme le combat peut se finir. Ce sera soit Volkanovski décision, soit Soit une, Topuria décision.
Soit une victoire de Volca, soit une victoire de Topuria, soit un match nul. Non, non, non. Prends des Non. risques, toi aussi. Non, mais après, je vais dire mon prono. Mais je pense qu'il y a 3 façons. Vraiment très probable. C'est soit je vois pas finir déjà. Je vois pas Volkanovski finir Topuria. Parce que vraiment, il a un bon cardio. On l'a vu contre Emmett, il s'arrête pas. Et sur la marche avant tout le temps. Il fait que l'enchaîner. Il a montré un vrai bon cardio. Donc je le vois, si Volkanovski gagne, c'est la décision. Sinon, c'est soit un finish par KO de Volkanovski, de Topuria, pardon, soit une décision de Topuria. Mais, pareil, j'ai du mal quand même à voir. C'est un grand champion, Volkanovski. Le voir se faire éteindre contre Makhachev, j'ai été choqué. Premier round comme ça, le voir au sol et tout, j'étais pas prêt, tu vois. Donc, je pense que ça ira à la décision, mais ça sera Topuria. Je pense vraiment il y aura des grosses alertes à des moments. Je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse knockdown. Volkanovski, je pense qu'il va avoir du mal je pense que quand ça va rentrer dans la boîte, genre que ça va commencer à striker à très courte distance, je pense que Topuria est beaucoup plus rapide et qu'il va cogner très fort sur les uppercuts, crochets, ça va toucher. Et à ce moment-là, il va falloir être très 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 fort pour pas se faire submerger, parce qu'au sol, après, Topuria, j'ai vu des transitions où il fait des vidéos de transition en grappling, ça va très très vite. Donc, je le vois gagner la décision sur un peut-être ça sera serré, parce que quand même Volkanovski c'est tricky. Sa gestion de distance, comment il rentre et tout, ses feintes, ses kicks aussi. Ses kicks, ça va gêner énormément Topuria. Donc je vois bien peut-être un 49-46, mais à l'inverse de toi, Shadowski, pour Topuria. Moi, par rapport au pocket, par rapport aux échanges tu vois, dans la boîte, comme tu as dit, je me souviens, je sais pas si tu te souviens du combat contre Holloway et même les autres combats de Volk, mais Volk est aussi très dangereux Oui, mais à cet endroit-là. Il avait bien amoché Holloway au dernier combat, le je vois troisième. ce que tu veux dire. Mais Holloway, c'est pas le même physique et il sort bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais c'est pas le même physique que Topuria, tu vois. Torreira. Ouais, pour mettre des crochets et des uppercuts, quand t'es grand, c'est plus compliqué que quand t'es petit, trapu, de la même taille que ton adversaire. Là, je pense que ils sont pareils, sauf que Topuria est plus rapide. Donc je pense que ça sera Que l'avantage. Holloway. Non, Je sais pas. Il est plus puissant, Volkanovski. ça c'est sûr, mais je sais Que pas Volkanovski. que Volk, t'es sûr? Moi, Oh, je serais pas si sûr, mais je sais pas, je le on vois. verra, on On verra. C'est verra, on vrai qu'il est verra. rapide, mais je sais, moi, En tout moi, tu cas, il sais, tape plus fort. De sûr, il tape plus fort. pour exploiter les failles qu'a Volkanovski dans la boîte, je préconiserais plus des spécialistes des genoux. Tu vois. Vraiment, moi, je vois une faille genou. Ça peut être un Dans game la changer. boîte. Bon, les enfants, calmez-vous. Mais attends, Calmez-vous. je vais juste. Non, 2 secondes. Je vais juste. Parce que c'est intéressant ce qu'a dit Matt. J'ai bien aimé son analyse. Ouais, non, en fait, désolé. Tu peux y aller, J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah merde, désolé. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais vous troller un petit peu. Comment Ouais, ça donc, chamailler? Volkanovski contre Topuria, bon, c'est un des match-ups de l'année, c'est incroyable. Moi, j'adore ça. Honnêtement, si on m'avait dit Volkanovski avant le KO, Volkanovski en featherweight normal, je pense qu'il aurait mis en pièce Topuria. Parce que c'est vraiment un style. Je pense qu'il y a quelques temps, là, Volkanovski, il était imprenable. En striking, c'était ingérable. La vitesse qu'il avait, la vitesse contre Holloway 3, là, waouh, c'était trop. L'intelligence du jeu, les feintes dont tu as parlé, Shadowski, tout ça, incroyable. Et puis même le combat contre Makhachev, la défense de lutte, la défense au sol, vraiment, je voyais pas Topuria passer ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 facteurs à prendre en compte. Il y a le fait qu'il soit monté, qu'il se soit pris son KO, et plus globalement, qu'il ait tendance à faire le yo-yo entre 2 catégories. Pour moi, ça, c'est un problème. Et le deuxième, c'est l'âge. Bon, un troisième, c'est le KO qu'il a pris, évidemment. Et je pense que ça, pour moi, ça ressemble tout à fait au genre de moment où, justement, un combattant dominant commence à passer son prime et commence à décliner. Voilà, j'ai vu Rodriguez perdant. Je voyais exactement le combat se dérouler. Pareil pour Holloway, pareil pour Korean Zombie. Enfin, depuis Ortega, en fait, tout était assez clair pour moi. Mais là, pour moi, il faut que, selon moi, cette dynamique s'arrête à un moment.
Et, et je pense que c'est maintenant. Et je vois Topuria arriver à toucher Volkanovski en striking. Alors, peut-être parce que Volkanovski va commencer à ralentir. Peut-être que ce sera Topuria qui va bien set-up quelque chose pour arriver à ses fins. Mais voilà, je vois peut-être un KO même de Topuria sur Volkanovski. Ça me paraît incroyable de dire ça là, maintenant que je le dis, mais ouais, c'est ce que je vois. Je pense que Volkanovski s'est senti trop fort. Il a senti qu'il était trop fort contre Holloway 3. Il a eu l'impression de pouvoir tout faire. Contre Makhachev, il a fait un combat qui était quand même bien serré. Il a senti tout le talent qu'il avait. Il a voulu combattre le plus possible parce qu'il avait vu que il était en train de prendre de l'âge. Rodriguez, c'était une démonstration. Mais voilà, je pense qu'il est allé un peu trop loin sur ça. Pour moi, Topuria par KO et je dirais round 2. Parce que je pronostique toujours des rounds 2. Ça va être, si ça se passe, ça va être incroyable. Ouais. Donc je suis le seul Volk comme prévu. Ouais. Ah, c'est toi qui nous as trahi. Non, moi j'ai toujours l'objectivité, tu vois, même si je kiffe Topuria, j'essaie le plus objectif possible. Après, voilà, moi, les arguments que j'avance, et comme je t'ai dit, j'essaie d'être objectif aussi. Il y a deux dynamiques différentes. Et là, ce que je fais, c'est vraiment un pronostic. J'essaie de faire de la prospective. Je pense que c'est le moment où Volkanovski va décliner. Et ouais. Soit ça serait très drôle qu'il y ait deux espèces de co-champions, là, comme Holloway dans la KT, tu sais. Holloway, il déboîte tout le monde sauf Volkanovski. Et si Topuria passe Volkanovski, je vois personne d'autre passer. Passer Topuria. Ouais. Moi, il y a un truc. Non, je vois personne de passer Topuria. Bon, pour l'instant, ça on verra, mais surtout, je vois personne d'autre passer Volkanovski. Ouais. Chez les hardcore, il y a un avis assez intéressant, c'est que si Topuria gagne, il va perdre contre Holloway derrière. Ouais, j'ai vu ça. Je suis pas encore prêt à faire ce prono, mais. Michael Lebeau, il a pronostiqué ça, j'ai vu. Ouais, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup. Holloway, il a quand même beaucoup de fans. Vraiment. Ouais. Une fanbase assez grande. Moi, ce que j'aime pas chez Topuria, c'est son projet post-Volkanovski en cas de victoire. Ouais, moi aussi, je déteste. C'est quoi? Il veut pas défendre la ceinture en featherweight. Il veut soit McGregor, soit O'Malley, tu vois. Ouais, il veut Conor à Madrid, dans le stade du Real Madrid. J'aime pas les mecs qui bloquent les divisions. Ça m'a toujours énervé. Et j'espère que Topuria ne sera pas un de ces gars. J'espère qu'il va pas tenir sa parole et qu'il va quand même défendre la ceinture, parce qu'il y a des gars qui arrivent. Il y a Movzar. Toi et Movzar, t'as eu un bif avec Movzar. Pourquoi pas le régler sur un combat pour le titre, tu vois. Pas faux. En plus, je mettrais Topuria, tu vois, pour le coup. Même si Movzar a progressé. Moi, ça m'intéresse, Movzar Topuria, mais... Ouais, moi aussi. Moi aussi, ça m'intéresse. Il y a plein de combats intéressants dans la KT, en vrai. Si Topuria est champion. Si c'est Volkanovski, je trouve qu'il y en a très peu. Parce que Volkanovski, on sait déjà... Il a nettoyé la KT, hein, c'est bon. Ouais, on sait déjà exactement ce qu'il apporte. Tu peux nettoyer la KT plusieurs fois, tu vois. Comme les champions d'avant, tu vois, comme les John Jones, les GSP, tout ça. Ils ont fait plusieurs runs. Ouais. Donc, ouais. Pourquoi pas? Après, c'est sûr et certain, je parle d'un déclin parce que je vois un peu les erreurs de Volkanovski presque en tant que personne. Je vois ce qu'il a pu... Enfin, ce qu'il a ses prétentions, je vois ce qu'il a visé, mais je pense que ça a été fait de manière un peu trop chaotique, quoi. La montée, soit il aurait dû monter en lightweight, soit il aurait dû rester en featherweight, faire les deux à la fois. C'est pas une bonne idée, je trouve. Et voilà. Et le short notice, pour moi, contre Makhachev, c'était une erreur. Oh non, tout le monde est d'accord, tu vois. Ouais. C'est difficile de pas être d'accord. Mais qui est favori, Topuria, ce combat-là? Mystic Matt, tu pourrais nous dire? Je vais vous dire ça. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est de garder un œil, si vous êtes des vrais hardcore et vous regardez les cartes en entier, un œil sur Rinya Nakamura qui combat. Ça va être c'est un prospect que j'ai mis dans un thread que j'ai fait sur Twitter sur les gars à suivre pour l'année 2024. Donc gardez un œil. Volkanovski est favori à 1,80. Topuria à 1,90. Donc c'est vraiment très serré. Ouais, c'est even carrément. 1,80. Je trouve que c'est c'est assez représentatif.
C'est vraiment l'état mental et la dynamique de Volkanovski qui fait ça. Parce que... C'est ça, bien sûr. Mais non, mais Voilà. le KO, il vient de se prendre un Ouais. KO. La dynamique. C'est juste ça, ouais. Sinon, je pense que la cote de Volkanovski serait plus un 1,30, 1,40. Ouais, bien sûr. Ok, bon, ben, très bien. C'était donc l'UFC, notre petite preview de l'UFC 298, Volkanovski contre Topuria. Et voilà, j'allais dire vidéo, mais premier podcast depuis longtemps. Et le prochain sera peut-être dans 10 ans, hein, à notre rythme. On n'espère pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là et je vous remercie je remercie les gens d'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et puis on se retrouve plus tard. Allez, ciao. Tchuss. Ciao.